Alors bon, ce qu'on voit, c'est que ces démos sont le reflet d'une époque, hein, on entend à la musique, mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect graphique qui est très développé. Et ma première question, je vais aller vers Sébastien, c'est en fait, c'est quoi la démoscène? Franchement, moi, je connais le mot, mais est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Alors bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Donc effectivement, la démoscène, c'est un domaine de l'informatique qui est très très peu connu du grand public. Et pourtant, les extraits que vous venez de voir datent de 1993-1994. Et la démoscène datait déjà d'une dizaine d'années. Donc c'est à cette époque-là que moi j'ai découvert la démoscène. Et ce qu'on appelle la démoscène, en fait, ça regroupe tous les acteurs participant à la création de démos. Alors, pour l'instant, vous allez me dire, vous n'êtes pas très très avancé, mais vous ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Donc une démo, c'est créé par un groupe, généralement composé d'un ou plusieurs codeurs, des programmeurs, un ou plusieurs graphistes en pixel art, donc ce qui nous rappellera l'expérience de Laurent Cluzel, et puis d'un ou plusieurs musiciens. Il faut savoir que les démos existent sur toutes sortes de plateformes depuis les plus anciennes, c'est-à-dire par exemple les ordinateurs 8 bits, les Commodore, Amstrad, puis les ordinateurs 16 bits, Atari, Amiga, et les démos existent encore aujourd'hui, notamment sur PC, ou sur les consoles de salon, ou parfois même sur des systèmes un peu plus exotiques, par exemple sur des calculatrices ou même des machines à café. Et toi, donc, tu as une machine de prédilection, il me semble? Oui, donc effectivement, moi je suis venu vous parler des démos particulièrement sur l'Atari ST, donc une machine que j'ai possédée pendant 25 ans. Et les démos existent donc sur Atari ST depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1985. Et les démos existent encore aujourd'hui, même si encore une fois le grand public n'en a pas conscience. Donc c'est un patrimoine aujourd'hui. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir, c'est pour vous faire découvrir les démos et pour participer à la reconnaissance des démos, de la démoscène au niveau mondial, puisqu'il faut savoir qu'en Finlande et en Allemagne, la démoscène est déjà inscrite au patrimoine culturel national par l'UNESCO, et un dossier a déjà été déposé en France, ainsi que dans plusieurs autres pays d'Europe, pour que cette forme artistique numérique soit reconnue, au même titre que dans les pays qui l'ont déjà fait. Faire des Philippe pour point. Alors maintenant, on va voir si j'arrive à lancer. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint, voilà. Donc, comme je vous le disais, la démoscène, c'est l'ensemble des groupes qui participent à la création de démos, et comme je vous l'ai déjà dit, il existe une multitude de supports. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, toutes les personnes participant à la création de démos, et nous sommes très très nombreux, puisque sur les sites spécialisés, nous sommes plus de 100 000 à être répertoriés, on a l'habitude de se retrouver, comme on dit, IRL, in real life, pour de vrai, lors de conventions. Les conventions sont des week-ends organisés, comme par exemple en ce moment sur des week-ends fériés un petit peu plus longs, des conventions pendant lesquelles plusieurs centaines de personnes vont se retrouver, donc dans des conditions évidemment très amicales, mais aussi dans des conditions de compétition, puisque c'est l'occasion de présenter sa présentation, enfin, sa démo, sa démonstration, ou de présenter son dernier graphisme ou sa dernière musique, afin de remporter des prix. Donc là, vous avez un exemple, voilà l'exemple d'une convention, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça n'a rien à voir évidemment avec de l'e-sport, on pourrait penser que c'est de l'e-sport, que ces gens sont là pour jouer en réseau. Non, en fait, ce sont juste des passionnés, une centaine de passionnés, ou parfois plusieurs centaines de passionnés, qui sont réunis, donc comme je vous le disais, le temps d'un week-end, pour présenter leur nouvelle production et entrer en compétition avec leurs amis, mais néanmoins rivaux. Donc là, par exemple, sur cette photo, comme je parle uniquement d'Atari ST, donc l'ordinateur qui est sorti il y a 39 ans aujourd'hui, donc puisqu'il fêtera ses 40 ans l'année prochaine. Donc là, dites-vous bien qu'on a uniquement des gens passionnés par l'Atari ST, mais il existe des conventions pour chaque type d'ordinateur, ainsi que des conventions qui ne sont pas limitées à une marque et un modèle, et qui sont ouvertes à tout type d'ordinateur ou de plateforme. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une recherche de l'exploit dans la programmation, quand les gens se réunissent, de faire, on va dire, cracher les tripes de la machine. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, si tu veux bien avancer, voilà. Puisqu'en fait, comme vous l'avez peut-être compris, une démo, c'est le diminutif d'une démonstration, puisqu'en fait, c'est une création numérique artistique dans laquelle le but est non seulement de proposer quelque chose qui soit joli, mais également quelque chose qui dépasse les limites théoriques d'une machine sortie il y a 40 ans.
Donc vous allez voir un peu plus tard que les limites de ces machines sont évidemment très réduites par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est justement l'intérêt des démos, c'est de faire cracher, comme le dit Guillaume, les tripes de la machine et de lui faire faire des choses qui sont tout simplement impossibles. Petite anecdote, la photo que vous avez vue précédemment provient d'une convention qui s'appelle la Silly Venture, qui est organisée en Pologne 2 fois par an, et la prochaine aura lieu dans un mois, donc pour vous dire que c'est toujours d'actualité. Et il faut savoir tout de même que l'organisateur de cette convention a réussi à faire venir des gens qui ont contribué à la création de la TRIST il y a plus de 40 ans. Des gens qui eux-mêmes étaient surpris de voir que cette machine était encore utilisée et de voir surtout ce dont elle est encore aujourd'hui capable. Ah, alors on est passé un petit peu vite. Si on peut revenir en arrière. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Donc vous avez ici quelques-unes des caractéristiques. Voilà, donc un Atari ST tel qu'il a été produit en 1985. Et puis donc des caractéristiques techniques qui forcément semblent incroyablement ridicules aujourd'hui. On parlait plutôt dans la journée de 4K où on monte à plus de 3800 pixels par je ne sais plus combien. L'Atari ST, lui, est limité à 320 pixels de large sur 200 pixels de haut. Et comme vous pouvez le constater même sur l'image du moniteur, en fait, à cette époque-là, on ne pouvait même pas afficher l'image sur l'intégralité de l'écran. En sachant que les ordinateurs de cette époque-là, ne requéraient pas un écran spécifique, mais on pouvait le brancher sur la télé familiale. Et là, on voyait bien ce qu'on appelait les borders, les bordures noires qui entourent l'image et qui empêchent d'avoir une image plein écran, même si aujourd'hui, ça semble évidemment assez incroyable. Pour le reste, cette machine était également limitée, comme l'a rappelé Laurent Cluzel ce matin, à 16 couleurs simultanées. Donc on avait une palette, enfin on a toujours une palette de 4096 couleurs, mais impossible théoriquement d'en afficher plus de 16 simultanément, y compris la couleur du fond. Donc là, le blanc par exemple que vous voyez autour de l'image compte comme couleur 0, on compte donc de 0 à 15. Et puis la mémoire vive de l'ordinateur est de base de 512 kilooctets, maximum 4 mégas, encore une fois, c'est ridicule par rapport au standard actuel. Et puis évidemment, la machine de 1985 fonctionnait avec des disquettes. Je ne vous en ai pas ramené, mais je pense que tout le monde sait à quoi ressemble la bête en plastique. Et donc, ce qui est intéressant, il y a eu plusieurs générations de démos qui ont été développées en fait depuis les débuts de la machine et qui ont rien à voir en fait. Voilà, tout à fait. Alors moi, comme je me suis intéressé aux démos qu'à partir de 1993, j'ai raté en quelque sorte les premières années, puisque les premières démos datent de 1985 sur l'Atari ST. Mais je vous ai retrouvé, je vous ai fait un petit montage de démos pour vous montrer effectivement à quoi ressemblaient les toutes premières démos. Donc comme Laurent ou d'autres intervenants l'ont dit précédemment dans la journée, il faut bien se dire que les personnes qui ont créé les premières démos l'ont fait en même temps qu'elles ont créé leurs propres outils, puisqu'il n'y avait aucun outil pour créer de la musique, c'est-à-dire que les musiciens tapaient en utilisant les touches du clavier, en sachant que ça correspondait à tel ou tel son en fonction de l'outil programmé par un codeur exprès. Et puis les graphismes, heureusement, l'Atari ST était, là on ne la voit pas, mais fourni avec une souris, parce qu'effectivement, voilà, les générations précédentes dessinaient, comme Laurent nous l'a expliqué ce matin, ou bien carrément au joystick, ce qui était particulièrement compliqué. Petite question, alors, comment tu relis ça avec le jeu vidéo? Alors en fait, il faut savoir qu'énormément de personnes qui ont connu l'Atari ST et qui ont produit des démos sur cette machine, c'est devenu en quelque sorte leur CV, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées avec leur Atari ST sous le bras, chez de grands éditeurs, chez Ubisoft, chez Electronic Arts, chez Psygnosis à l'époque, Ocean, Gremlins ou Sony ou bien d'autres, et ils ont montré de quoi ils étaient capables sur une machine aussi limitée, ce qui généralement leur a permis de prouver qu'ils seraient capables de 1000 fois mieux sur des machines beaucoup plus puissantes. Moi, je ne suis pas professionnel, contrairement à tous les intervenants de cette journée, mais j'ai énormément d'amis qui sont graphistes, puisque moi je suis graphiste en l'occurrence sur Atari ST, mais j'ai énormément d'amis qui sont graphistes sur Atari ST et qui en même temps sont graphistes professionnels, donc qui travaillent sur les consoles actuelles, tout en prenant toujours plaisir à travailler sur ces modèles un petit peu rétro. On va peut-être voir à quoi ressemble une démo. Voilà, donc vous allez avoir quelques extraits de démos très anciennes.
passer à la suite. Donc là, comme vous l'avez constaté par exemple avec le son, à cette époque-là, l'Atari ST n'était pas capable de produire autre chose que ce qu'on appelle du sound chip, aussi appelé musique bip bip. Hein. Évidemment, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais les fans de l'Atari adorent ce type de musique, et moi aussi accessoirement. Hein. Mais effectivement, comme vous l'avez constaté, les toutes premières démos étaient particulièrement rudimentaires en ce qui me concerne. Alors encore une fois, bravo aux vétérans qui ont produit d'incroyables prouesses technologiques. Mais à l'époque, justement, les premières démos s'évertuaient à prouver qu'il était possible de faire plus que ce que la machine était théoriquement capable. Donc là, on en a eu quelques exemples. Vous avez peut-être remarqué qu'il fallait être très observateur, mais que certains extraits étaient entourés des fameuses bordures noires, alors que d'autres affichaient déjà, par exemple, l'image du haut jusqu'en bas de l'écran, c'est-à-dire affichaient une image là où théoriquement rien ne pouvait être affiché. Et puis, sur la toute première image, vous avez peut-être remarqué que derrière ce dragon, on avait un ciel avec un dégradé de couleurs, donc ça c'est également une bidouille, et rien que le dégradé de couleurs devait contenir à lui seul une trentaine de couleurs différentes. Alors, pour rappel, c'est ridicule, hein. Aujourd'hui un PC affiche, comme on l'a dit, hein, jusqu'à 16 millions de couleurs différentes, donc 16 couleurs, je crois que le chiffre parle de lui-même. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elles sont signées les démos à chaque fois. Il y a le nom du groupe qui apparaît, c'est ça? Oui, alors il faut savoir, pour la petite histoire, qu'avant les démos, il y avait ce qu'on appelait les crack-throws. C'est-à-dire que nos seineurs, comme on les appelle, donc les gens qui participent à la création de démos, au départ étaient de vilains pirates qui faisaient sauter les protections des jeux commerciaux et qui nous permettaient ensuite, à nous, petits adolescents que nous étions, de profiter gratuitement de versions piratées, hein, qu'on copiait chez les copains. Et comme faire sauter la protection commerciale était un exploit en soi, certaines protections étant beaucoup plus difficiles à surmonter que d'autres, eh bien, à chaque fois, le jeu était précédé d'une crack throw, c'est-à-dire d'un écran, généralement composé d'un logo, d'un petit texte, et qui annonçait, voilà, le groupe répliquant, pour ne citer que le plus célèbre, un groupe français, voire international, a réussi à craquer ce jeu, etc. Et on avait même la possibilité à l'époque d'avoir des options supplémentaires, commencer un niveau avancé dans le jeu, avoir des vies limitées, etc. Donc au début, effectivement, tout a commencé par des crack-throws, et puis un jour, certains ont ressenti sans doute qu'un seul écran, c'était pas assez pour s'exprimer. Donc là, ils ont enchaîné les écrans, ils se sont dit, on va faire un spectacle sur plusieurs écrans, plus longs, plus diversifiés, et c'est comme ça que les démos sont nées. Donc en fait, la date tournante et la démo qui a tout changé, c'est une démo qui s'appelle donc la Flippo démo, qui est sortie en 1993, une démo qui a tout changé dans le monde de l'Atari ST, puisqu'en fait, avant, on avait droit à ce qu'on appelait des méga démos, c'est-à-dire que les démos étaient représentées par plusieurs écrans qui n'avaient aucun rapport entre eux. Parfois, d'ailleurs, ils n'étaient même pas créés par les mêmes personnes, hein. Et on avait un système de menus. Alors, généralement, on avait un petit personnage qui se déplaçait de porte en porte et qui allait ouvrir des portes pour lancer la démo suivante. Le problème, effectivement, c'est qu'il n'y avait aucune cohérence graphique ni narrative dans ce type de production, jusqu'en 1993, avec l'arrivée de cette démo, la fameuse Flippo, qui a enchaîné en fait tous les effets, comme un vidéoclip. En fait, voilà, on mettait sa disquette dans l'ordinateur, on allumait, et on n'avait plus rien à faire. Inutile de déplacer de personnage, il n'y en avait plus. On avait juste à s'asseoir et à profiter du spectacle, hein, qui se lançait tout seul, les écrans défilant les uns après les autres. En ce qui me concerne, c'est à cette époque-là que je me suis réellement intéressé aux démos, puisque l'esthétique est revenue au devant de la scène au même niveau que la technique. Donc là, vous avez des exemples de démos beaucoup plus récentes, et vous allez voir, c'est quand même plus joli. En tout cas, j'espère que vous allez en être convaincus. Et remarquez la taille de l'écran au passage, pas partout, mais... Ça pique ses histoires. Ça, c'est beau.
Donc certaines, la première en tout cas, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la première était en plein écran, c'est-à-dire que cette fois, non seulement on ne se contente plus d'afficher l'image uniquement en haut ou en bas dans les vilaines bordures noires, mais on a réussi, alors depuis longtemps, hein, on a réussi depuis presque 30 ans je pense, à afficher une image sur la totalité de l'écran, là où il était théoriquement impossible d'afficher quoi que ce soit. Et il est possible également, là, voilà, vous en avez un exemple. Donc c'est une image qui a été donc dessinée encore une fois en 16 couleurs, hein, comme quoi vous voyez qu'en 16 couleurs on peut faire de fort jolies choses. Et simplement à gauche vous avez la version classique, donc qui fait 320 pixels par 200. Donc vous pouvez constater par rapport à la version de droite qu'effectivement elle est beaucoup plus petite et que sur l'écran on aurait droit à ce cadre noir hein, qui nous mange une partie de l'image. Et puis sur la droite, une version qui a été retravaillée et incluse dans une démo et qui, elle, donc, profite d'un écran beaucoup plus grand. Donc le graphiste a dessiné, donc, avec sa petite souris, il a dessiné donc, des parties supplémentaires de l'image pour profiter de l'espace supplémentaire que le codeur avait réussi à débloquer à l'écran. Donc là, par exemple, on est passé vous voyez, de 320 par 200 à 410 par 276. Il reste toujours une petite bande noire, mais de quelques pixels hein, seulement autour de l'écran. Donc aujourd'hui, même si je vous ai montré quelques extraits qui remontent à 2021, les dernières démos datent de 2024. Hein, il y en a une qui est sortie il y a encore quelques jours sur Atari ST. Et encore une fois, je ne vous parle que de l'Atari ST, puisque c'est mon domaine de prédilection, mais il existe des démos sur absolument tous les supports. Et il y a deux sites dont je parle un petit peu vite au tout début, qui sont poète.net et demozoo.org, qui ont pour vocation d'archiver toutes les démos qui sont sorties. Et j'ai regardé pas plus tard que tout à l'heure sur le site de demozoo.org, qui est beaucoup plus complet. Il répertorie plus de 169 000 démos, tous supports confondus, et plus de 100 000 personnes qui ont participé à leur création, moi y compris à mon humble échelle. Donc évidemment, pour que ces machines vieilles de près de 40 ans survivent encore aujourd'hui, vous imaginez bien qu'on a dû faire quelques concessions, mais très très peu, puisque le matériel n'a pas changé depuis 40 ans, mis à part, par exemple, le lecteur de disquettes, puisqu'évidemment aujourd'hui il est très difficile de trouver des disquettes, et puis même si on en trouvait, les disquettes de toute façon malheureusement ne durent pas éternellement, hein. J'en ai fait moi-même l'expérience. Donc de petits génies, parce qu'on a également des petits bricoleurs, mais également sur toutes les machines, ont trouvé le moyen de remplacer le lecteur de disquette par un lecteur de clé USB. Donc désormais, on transfère du PC à l'Atari ST avec une clé USB ou alors avec un lecteur de mini-carte SD. Hein. Il existe plusieurs solutions comme ça qui permettent à nos ordinateurs de rester un petit peu dans le coup encore. Hein. Et puis, il faut savoir également qu'il est possible aujourd'hui de brancher son Atari ST par prise HDMI sur sa télé, puisqu'à l'époque c'était par Péritel et qu'il n'y a plus beaucoup de télé équipées de Péritel aujourd'hui évidemment. Hein. Et puis enfin, vous en avez un exemple avec l'image qui se trouve à droite. Il faut savoir qu'il existe une multitude de bidouilles, de codeurs pour afficher beaucoup plus que 16 couleurs. Et en l'occurrence, l'image que vous avez sur votre droite comporte plus de 16 000 couleurs simultanées. Voilà. Donc évidemment, pour réussir cet exploit, l'image au départ n'est pas dessinée sur un Atari ST mais sur un PC. Et ensuite affichée en revanche selon les capacités de l'Atari ST. Donc toujours en 320 par 200 ou plus, et là en l'occurrence avec plus de 16 000 couleurs simultanées. Il y a deux choses qui me frappent là, dans ce que tu viens de dire. La première, c'est le nombre de démos qui existent, et en fait la particularité c'est qu'elles sont toutes libres de droit, c'est ça? Oui, alors en fait c'est ça, effectivement, j'ai oublié de le préciser. À l'époque, on avait la tradition de préciser au tout début d'une démo qu'il était impossible de vendre une démo ou de tirer le moindre profit d'une démo, puisqu'en fait, le but d'une démo n'est absolument pas mercantile. On produit des démos juste parce qu'on aime ça, parce qu'on trouve ça joli. C'est véritablement une création artistique, et c'est pour ça que je me bats effectivement pour faire reconnaître les démos en tant qu'œuvre numérique, puisqu'après tout, un peintre, au départ, il peint simplement parce qu'il en a envie, parce qu'il a le talent, et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec nos démos. Et on ne peut absolument tirer aucun profit de ces démos, même si, encore une fois, la plupart des gens qui en font aujourd'hui sont eux-mêmes des professionnels, hein, dans le domaine des jeux vidéo notamment. Et la seconde, c'est qu'on est sur un très vieux matériel, mais on est loin de l'obsolescence programmée pour le coup, parce qu'il est modernisé. C'est ça. Alors en fait, le matériel dure très très longtemps. Mon propre Atari STE m'a lâché au bout de 25 ans de bons et loyaux services.
J'ai failli m'en débarrasser. En fait, pour la petite histoire, j'ai tenté de le faire réparer. Et n'y arrivant pas, j'ai fini par le revendre pour 10 € en pièces détachées à quelqu'un qui est devenu un ami. Et il a mis 3 ans. Il a réussi à le réparer. Mon Atari ST de 1990, bien qu'il ait changé de propriétaire aujourd'hui, fonctionne toujours. Et donc, tu as écrit aussi un livre, donc Démocyclopédia. Voilà, donc au départ, en fait, ça fait très très longtemps que je milite pour essayer de faire connaître donc cet aspect qui est vraiment inconnu des fans d'informatique ou de jeux vidéo, puisque je pense qu'à peu près personne dans la salle n'avait entendu parler de Démocène précédemment. Hein. Et donc, mon rêve, c'était un jour de créer un blog, ce que j'ai fait en 2015, de créer un blog qui parle uniquement de démos et uniquement sur Atari ST. Donc j'avais décidé d'appeler ça une démocyclopédie, c'est-à-dire de faire en quelque sorte une humble encyclopédie qui classerait ce qu'on appelle les effets, donc les différents types d'animation que vous avez pu voir de A à Z, comme effectivement un dictionnaire, en plus d'y présenter une centaine de graphistes, donc des graphistes de pixel art, comme on a pu en parler précédemment dans cette journée. Et puis j'y présente également mes 30 démos préférées sur une trentaine d'années. Voilà. Et puis également la genèse de quelques-uns de mes dessins, puisque je suis également graphiste sur Atari ST. Je pense qu'on va passer aux questions peut-être. Là, il y a le... Alors j'avais une vidéo derrière, je ne sais pas si elle est montrable ou pas. Non, il n'y a pas la vidéo qui était restée derrière démo, je crois. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Bravo. On va passer aux questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question par rapport aux démos parties, celle que vous avez présentée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la démo sur Atari ST, ou est-ce que c'est juste les personnes qui avaient ça quand elles étaient ados ou qui ont travaillé dessus qui font des démos aujourd'hui? Alors effectivement, ça semble logique de dire qu'aujourd'hui, un adolescent ou quelqu'un qui a une vingtaine d'années ne va pas s'intéresser a priori, mais rien ne l'empêche, à un ordinateur qui est sorti il y a 40 ans. Mais dans le cadre de mon intervention, je parlais effectivement que de l'Atari ST, mais comme je vous l'ai dit en préambule, en fait, les démos existent toujours sur toutes sortes de plateformes, et notamment sur PC. Donc c'est sur PC que la nouvelle génération se renouvelle, que la nouvelle génération arrive, mais rien n'empêche aujourd'hui à l'un de nos seniors quinquas d'initier ses enfants à la programmation et pourquoi pas de former la nouvelle génération. Maintenant, il est clair que nous sommes tous un petit peu vieillissants, qu'on va lentement mais sûrement vers la fin de la démocène Atari ST. On prend beaucoup plus de temps pour fabriquer des démos, parfois 5 ans, 8 ans, 10 ans. On prend le temps, on essaye de trouver le temps. Sur notre plateforme, il n'y aura pas de nouvelle génération, donc on va continuer tant qu'on peut. C'est ce qu'on dit avec les collègues, les copains. On finira tous en maison de retraite et qu'on continuera à faire des démos quand on aura le temps de se plonger dedans. Mais tant qu'on pourra, effectivement, on continuera. Et tant que le matériel existera, on existera aussi. Oui, bonsoir, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, dans les démos, est-ce que souvent c'était open source, vous pouvez voir les codes sources, ou est-ce que c'était plus généralement caché, privé par les créateurs? Alors, le code source est laissé à la libre appréciation du décodeur, puisqu'effectivement, notamment lorsque les codeurs ont réussi à afficher beaucoup plus que 16 couleurs, ou bien ont réussi à afficher une image là où théoriquement rien ne pouvait être affiché, généralement c'était ce qu'on appelle des routines de programmation qui étaient jalousement gardées. Il y avait certaines rivalités entre les groupes qui se battaient pour dire moi j'ai réussi à faire 20 couleurs, moi j'ai réussi à en faire 25. Dans les années 80-90, c'était beaucoup comme ça, hein. Il y avait une grande concurrence, même si elle était amicale. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de démos, y compris sur Atari ST, dont le code source, effectivement, est rendu public, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'améliorer, le reprendre pour lui, puisqu'en fait, une démo n'est pas uniquement basée sur la technique, mais on peut, comme pour un jeu vidéo, réutiliser, non pas des assets, mais réutiliser le code de quelqu'un d'autre pour en faire quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. À l'époque, il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait une chose qui n'existait pas, c'était Internet.
Moi, je me souviens d'avoir participé en 1999, et pourtant Internet était déjà là depuis un moment, d'avoir participé à une démo avec un groupe polonais. Et à l'époque, j'ai envoyé une disquette en Pologne avec mes dessins, donc avec les dessins qui étaient destinés aux codeurs. Je pense qu'à l'époque, ma lettre a dû mettre 2 semaines pour arriver en Pologne. Imaginons que mes codeurs ont mis 1 semaine à regarder mes dessins, à penser à la façon dont ils pouvaient les intégrer dans la démo. 2 semaines de plus pour le retour. Bon, bah voilà, on avait passé 5 semaines juste à échanger un simple courrier. Donc aujourd'hui, avec Internet, ça va beaucoup plus vite et ça permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque non plus. Bonsoir, merci pour la présentation. Ah, merci. J'imagine très bien que les passionnés veulent programmer sur leur propre Atari, mais pour des questions d'accessibilité et des questions aussi de raréfication du matériel, est-ce que certains programment sur émulateur? Oui, alors en fait, moi-même, comme je vous le disais, mon Atari STE est mort, littéralement mort, puisqu'il faut reconnaître c'est une passion, donc quand une machine ne fonctionne plus, c'est un vrai pincement au cœur, hein. Et c'est pour ça que je suis très content que mon Atari ST fonctionne encore, même s'il a changé de propriétaire. Et du coup, moi, depuis 2015, j'ai continué à travailler sur plusieurs projets, alors des démos ou des jeux, hein, par exemple, puisqu'on produit aussi des jeux amateurs qui sont, eux également, libres de diffusion. Et moi, j'ai continué avec un émulateur, donc sur PC. Mais, ironie du sort, toujours en utilisant mon logiciel de dessin des années 90, donc Crackart en l'occurrence. Hein. Désolé, j'ai jamais été fan de Deluxe Paint ou de Vegas, voilà. Donc j'ai continué à poser mes petits pixels un par un, comme le disait Laurent ce matin. Alors, on a droit à quelques outils quand même pour dessiner des courbes, mais après, toutes les corrections, c'est à la main, c'est très très long. Mais c'est un petit peu comme de la broderie, hein. C'est un petit peu l'intérêt de la chose aussi. Ça fait partie du travail. Donc pour répondre à la question, il existe plusieurs émulateurs Atari ST, de tête Atari, avec un H, Steam, STEEM, que moi j'utilise, ou Saint, qui a été développé d'ailleurs par l'un de nos talentueux codeurs, Léonard du groupe Oxygène. Et en fait, pour répondre même complètement à la question, je dirais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de codeurs, de graphistes ou de musiciens qui travaillent sur PC, ce qu'on appelle du cross-platform, c'est-à-dire qu'ils développent ou créent les éléments sur PC, mais ensuite vérifient qu'ils fonctionnent sur la vraie machine, puisque c'est quand même le but à l'origine. On va prendre les 2 dernières questions. Monsieur ? Oui, donc je vais poser une question. Déjà, merci beaucoup pour vos réponses, hein, parce que il y a plusieurs questions que je m'étais posées et qui ont été posées avant moi. Et j'en ai une dernière. En fait, vous parlez d'Internet qui n'existait pas, mais est-ce que vous avez connu l'époque des BBS? Est-ce que c'est limité aux États-Unis? Et est-ce que vous les avez utilisés personnellement? Alors, les BBS, les Built-in Board Services, permettaient effectivement à l'époque, puisque les modems existaient déjà, hein, les bons vieux modems qui occupaient la ligne téléphonique et qui crachouillaient quand on essayait de décrocher le téléphone, existaient déjà. Et on pouvait brancher ces fameux modems sur nos Atari ST ou Amiga ou autre machine, hein, pour envoyer effectivement notre travail sur un serveur qui était hébergé chez quelqu'un et qui permettait à d'autres personnes de le récupérer. Moi-même, j'en ai jamais fait l'expérience, puisqu'à l'époque, Internet était coûteux, puisqu'Internet, on payait à l'époque soit mensuellement, soit carrément à l'heure consommée. En revanche, comme quelques compagnons qui sont dans la salle, j'ai beaucoup utilisé le Minitel à l'époque, puisqu'en fait, on utilisait les services du 3614 ou du 3615 RTL pour discuter entre nous, pour chatter, hein, comme on le fait aujourd'hui sur des supports beaucoup plus récents. Donc on l'utilisait pour discuter, mais à l'époque, ça se limitait à la France, en revanche. Alors, juste une petite remarque, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a des CD-ROM, en particulier celle de Beatles, il y avait beaucoup de démos dessus, et j'en suis à la recherche, hein, il y a au moins des copies, hein, au cas où. Il lève la main depuis tout à l'heure. Hello Sébastien. Alors j'ai une question un peu, pour une fois n'est pas coutume, un peu philosophique. Est-ce que pour toi, la démoscène, tu la perçois pas en fait comme une sorte de célébration en fait de l'informatique créative? Pour moi déjà, la démoscène c'est une famille. Ça veut dire que grâce à la démoscène, je suis parti en convention en Finlande, en Hollande, en Allemagne, en Pologne, donc déjà j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré des personnes dont je connaissais le travail, mais dont je ne connaissais pas le visage. Et puis, effectivement, c'est avant tout effectivement une création. C'est une création, on fait ça, encore une fois, uniquement pour le plaisir, déjà de travailler avec d'autres personnes, pour le plaisir de diffuser notre travail, pour le petit plaisir de l'ego, mais ça c'est vraiment anecdotique. Donc effectivement, et c'est pour ça que moi je milite encore une fois pour la reconnaissance de la démoscène, parce que c'est un travail de création artistique qui mérite d'être reconnu, au même titre que d'autres domaines artistiques.
arrêter là parce qu'on est déjà un petit peu. Il a vraiment. La dernière, ouais, depuis le début, il comprendra. Ouais, c'est pas une question, c'est une dernière petite remarque. Alors, moi j'ai connu la démoscène en fait dans les années 88, alors j'étais sur Amiga, vous me pardonnerez, mais ça va vous faire plaisir. En fait, moi, dans mes cours à Gobelin, depuis 6 ans, en fait, en première année, j'apprends aux étudiants à dessiner des polices de caractère à part issues de la démoscène. En fait, on prend des polices de caractère qui sont sur les écrans de la démoscène, ils ont que quelques lettres, et ils font ce qu'on appelle un revival, c'est-à-dire ils reconstituent tout l'alphabet des typos qui sont inclus dans les démoscènes. Ouais. Du coup, moi, ça me permet de les faire travailler sur le signe typographique et en même temps de revisiter l'histoire de l'informatique avec l'Amiga, l'Atari ST, etc. Et donc tout cet esprit, effectivement, de démos et de gens qui codaient et qui faisaient comme ça des créations graphiques. Donc vous voyez, c'est des jeunes, là maintenant, depuis 6 ans, qui ont 20 ans, et donc ça répond à une question aussi, qui maintenant connaissent la démoscène, en tout cas, informatique. Très bien. Merci beaucoup.